Monsieur Ruffin, bonjour. Merci d'être venu nous rendre visite à l'occasion de cette Assemblée générale 2016. On va profiter de votre venue et de votre longue expérience du monde humanitaire pour vous poser quelques questions. Quelle est aujourd'hui votre vision des enjeux et des besoins du monde humanitaire? Alors il me semble que ce qui a changé vraiment de façon radicale ces dernières années, c'est le fait que les pays du Nord, les pays d'Europe en particulier, et notamment la France, qui étaient depuis une cinquantaine d'années des pays qui avaient pris l'habitude de se voir comme des donateurs, c'est-à-dire qui étaient en sécurité, et puis qui apportaient leur aide au reste du monde, ces pays aujourd'hui sont concernés eux-mêmes par les problèmes de sécurité, c'est-à-dire qu'ils sont touchés par, on peut dire la guerre, ou en tout cas ses effets, par les attentats, par des agressions directes contre leur population. Et ça change complètement la manière dont les opinions publiques voient le monde contemporain. On a beaucoup fonctionné sur l'idée du près et du loin. Il y avait ce qui était loin, puis il y avait nous. Et aujourd'hui, le loin et le près se confondent. Quelqu'un au fin fond de la Syrie, il peut paraître loin, est capable de donner l'ordre d'attaquer, je ne sais pas, un commissariat, une église, que sais-je, ici. Et je crois que ça introduit dans les opinions publiques une demande de sécurité qui est énorme, qui est considérable et qui a tendance, si on n'y prend pas garde, à occulter, à effacer, à se substituer à la demande de solidarité qui jusqu'à présent était l'élément dominant sur lequel l'humanitaire s'était créé. Un des engagements du premier sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul en mai 2016 a été de favoriser une plus grande implication des acteurs locaux dans la gestion et dans la réponse aux crises. Que vous inspire cet engagement, et quels sont les moyens à mettre en œuvre, d'après vous, pour y arriver? Alors, je crois qu'il faut replacer aussi ces engagements dans un contexte aujourd'hui qui est celui de la sécurité. C'est-à-dire que beaucoup des terrains d'action pour l'humanitaire dans le monde d'aujourd'hui sont devenus des terrains dangereux, des terrains dans lesquels il n'est plus envisageable d'envoyer des expatriés, surtout venus d'Europe ou venus des États-Unis, enfin de pays qui pourraient servir de près ou de loin d'otages, de cibles, etc. Alors ça, c'est déjà le premier point, c'est-à-dire cette question de sécurité. Après, au-delà de ça, il y a une question aussi de formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences sont partout. C'est-à-dire qu'un continent comme l'Afrique a formé, par exemple, énormément de médecins. Et il est un peu ridicule d'aller envoyer à grands frais des gens dans des pays où vous avez des médecins au chômage dans certains endroits. Par conséquent, la convergence de toutes ces conditions nouvelles font que l'humanitaire traditionnel qui fonctionnait beaucoup sur la mission du bon docteur blanc, c'est une caricature, mais en tout cas, disons, de l'expatrié qui apporte une compétence de l'extérieur, cette vision-là est complètement dépassée. Et aujourd'hui, il faut établir une utilisation rationnelle des ressources, et notamment des ressources locales qui sont, dans beaucoup de cas, très très nombreuses. Vous avez été ambassadeur à Dakar et vous avez une longue expérience humanitaire. Bioforce vient d'ouvrir un centre régional à Dakar, justement. Pour vous, est-ce une bonne nouvelle? Et d'une manière générale, quel rôle vous voyez pour Bioforce dans le contexte que vous venez de décrire? Je pense qu'il est logique, à partir du moment où on veut développer des compétences locales, de le faire sur place. C'est-à-dire qu'en Afrique en particulier, puisque l'Afrique pour la France, c'est vraiment c'est la porte à côté, c'est la rive d'en face de la Méditerranée. Donc il est logique effectivement de recourir aussi à des formations qui soient décentralisées. Le choix de Dakar me paraît très bon parce que d'abord, Dakar c'est une ville
extrêmement actif, dans lequel il y a énormément de compétences, notamment universitaires. Il y a une très grande université à Dakar qui forme de très nombreux cadres dans de très nombreux domaines, aussi bien la santé que la logistique, que l'administration, etc. Traditionnellement aussi, historiquement, Dakar a toujours été une sorte de porte d'entrée vers l'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest a deux pôles, on peut dire, traditionnellement, c'est Dakar et Abidjan, bon, surtout dans leur relation avec la France. Il se trouve qu'Abidjan, compte tenu de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, a été un petit peu en recul dans ces dernières années, même si aujourd'hui les choses vont mieux. La plus grande ambassade, par exemple, en Afrique, est à Dakar. Et c'est vrai que c'est là qu'on a une vision qui est à la fois une vision africaine, subsaharienne, parce que Dakar, évidemment, est une ville subsaharienne, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque coloniale, Dakar était aussi la capitale de l'ensemble de l'Afrique occidentale française, y compris des pays qui sont des pays de la bande saharo-sahélienne, comme la Mauritanie, par exemple. Donc c'est un pays qui est à cheval entre le monde africain subsaharien et le monde africain de la Méditerranée du Maghreb. Et enfin, pour finir, aujourd'hui donc a lieu notre Assemblée Générale à Bioforce. Quel message souhaiteriez-vous adresser à Bioforce, à toutes celles et ceux qui font vivre et développent cette association, nos membres, notre équipe, tous ceux présents aujourd'hui à notre Assemblée Générale? Je voudrais adresser un message de fidélité parce que Bioforce est une association que je connais depuis, on peut dire, pratiquement sa fondation. J'ai été associé, j'ai eu cette chance de connaître Charles Mérieux, qui en a été le concepteur, et Claude Lardy et bien d'autres qui ont animé, Benoît Méribel bien sûr, qui ont animé cette association depuis son départ. J'ai vu les promotions se succéder, j'ai eu l'honneur d'être parrain d'une fondation, et quand de temps en temps, ça m'arrive même assez souvent, je vois arriver quelqu'un dans un salon du livre ou une signature qui me dit « vous avez été mon parrain », eh bien je sais qu'on fait référence à Bioforce, et en général les personnes qui viennent me voir me racontent des histoires passionnantes parce qu'ils ont tous eu des vies passionnantes, et la formation Bioforce, le passage à Bioforce en général, c'est le début de quelque chose. Hein. C'est pas une formation, j'allais dire, parking. Hein. C'est une fondation qui ouvre vraiment vers le monde. Et donc, il faut continuer, il faut la faire vivre, il faut la faire évoluer, puisque, comme on l'a dit, les conditions changent. J'avais commencé en parlant de cette période où la solidarité était en crise derrière... finalement la question de la sécurité qui est aujourd'hui prépondérante dans l'esprit des opinions publiques. Je crois qu'une association comme Bioforce a aussi pour vocation de rappeler à l'opinion publique que sécurité et justice sont liées et qu'il n'y aura pas de sécurité, en particulier ici, s'il n'y a pas un effort en faveur du développement, en faveur de la justice et donc en faveur de la solidarité. Donc voilà, il faut continuer.